Elle a sacrifié sa propre nièce pour envoyer ses enfants en Europe. Bienvenue dans French African Folktale. Il est resté figé. Un squelette debout. Dans un coin sombre. Entouré de tissu rouge. Les mains croisées. Le regard vide. Mais le visage encore reconnaissable. Il a fait 2 pas en arrière. Il a regardé de plus près. C'était Liora. Son visage était desséché, mais les traits étaient là. Il l'avait connue. Petite. Vivante. Et là, elle était debout dans la penderie. Sans vie. Mais pas enterrée. Il a crié. Liora. Et à peine il a crié ce nom. Il a commencé à baver. De la mousse est sortie de sa bouche. Il est tombé à genoux. Il tremblait. Il suffoquait. Comme si quelque chose l'étranglait de l'intérieur. Il a essayé de se relever. Mais son corps ne répondait plus. La mine était allongée au sol. La bouche pleine de mousse. Les yeux à moitié retournés. Il suffoquait. Et devant lui, dans la penderie de sa propre mère, il y avait le corps de sa cousine Liora. À Conakry, dans un quartier tranquille du nom de Tombolia, vivait une femme que tout le monde appelait Tata Rosalie. Elle avait ses affaires. 2 grandes boutiques de pagne. Une maison moderne avec portail électrique. Elle n'était pas mariée. Mais elle avait eu plusieurs enfants, avec des hommes différents. Dans sa famille, c'était la fierté. Celle qui avait réussi à sortir du village. Celle qu'on appelait quand il y avait une urgence. Chaque fois qu'un enfant du village tombait malade. C'est elle qu'on appelait. Et quand les vacances arrivaient, tout le monde voulait envoyer son enfant chez elle, à Conakry. Elle achetait des habits aux petits. Elle envoyait des colis. Elle envoyait même parfois des enveloppes au chef du village. On disait d'elle. Rosalie là, elle a un cœur en or. Mais dans le silence de sa maison, derrière ses rideaux bien tirés, Rosalie cachait un secret. Et c'est en juillet 2012, à une semaine des grandes vacances, qu'elle a appelé sa petite sœur, Essatou, restée au village de Koumban, près de Kindia. Elle lui a dit « Prépare ta fille Liora. Je veux qu'elle vienne passer les vacances ici avec moi. » Liora avait 9 ans. Une petite fille calme, souriante. Toujours accrochée au pagne de sa maman. Et comme c'était déjà une habitude dans la famille, Essatou a accepté. Sans méfiance. Ce sera un sacrifice. Le jour du départ, Essatou a préparé sa fille comme si elle allait à un mariage. Elle a lavé ses pieds à l'eau chaude. Elle lui a mis de l'huile de coco dans les cheveux. Elle a glissé dans son sac une petite natte, 2 habits propres. Et une enveloppe avec le numéro du voisin. Liora, elle, était contente. Elle souriait déjà à l'idée de revoir Tata Rosalie. La tante qui offre des bonbons. La tante qui a la télé dans sa chambre. La tante qui vit à Conakry, là où il y a l'eau et le courant tous les jours. C'est un cousin du village qui l'a accompagnée en voiture jusqu'à Tombolia. Le trajet a duré presque toute la journée. Mais à leur arrivée, Rosalie était déjà devant son portail. Bien habillée. Parfumée. Téléphone en main. Quand elle a vu Liora, elle a souri. « Ah ma fille, tu as grandi comme ça là. Viens dans mes bras. » Elle l'a serré fort. Trop fort, même. Puis elle a regardé le cousin. « Merci beaucoup mon frère. Tu as bien fait d'amener ma princesse. Que Dieu te bénisse. » Elle l'a laissé repartir. Elle a refermé le portail. Et elle a tenu la main de Liora très forte en disant « Ici, tu vas passer les meilleures vacances de ta vie. » Mais ce que Liora ne savait pas, c'est que cette maison où elle venait d'entrer, elle n'allait plus jamais en ressortir vivante. Ce soir-là, Rosalie avait préparé du riz gras, du vrai, avec les petits morceaux de viande et le parfum du laurier. Elle a servi Liora elle-même. Un bon plat, une boisson, et elle l'a installé devant la télé. Tout semblait parfait, presque trop parfait.
Mais dès que le repas a été terminé, les choses ont commencé à changer doucement. Rosalie a éteint la télé. Elle a fermé les volets. Puis elle a dit « Allez, viens. Tu vas dormir dans ma chambre cette nuit. » Liora a suivi, sans poser de questions. C'était une enfant. Elle obéissait. La chambre de Rosalie était grande, climatisée, des rideaux en velours, des armoires immenses, et un lit, au matelas si épais que Liora s'enfonçait dedans. Mais ce qui l'a troublée, c'est que Rosalie a fermé elle-même la porte à clé, de l'intérieur, et elle a mis la clé dans son sac. Puis elle s'est allongée, et elle a regardé Liora très longtemps, sans rien dire, juste en silence. Liora, elle, s'est tournée vers le mur. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle sentait dans l'air quelque chose de lourd, comme si la pièce n'était pas normale. Et au moment où elle commençait à fermer les yeux, elle a entendu Rosalie chuchoter. « Demain, on va faire une chose importante, toi et moi. » Il devait être 3 heures du matin, quand Liora a senti une main sur son bras. C'était Rosalie. Debout. « Viens avec moi, » elle a dit doucement. La petite s'est levée, à moitié endormie. Elle n'a même pas pensé à poser de questions. Rosalie l'a conduite dans une petite pièce au fond du couloir. Une pièce que Liora n'avait pas vue en arrivant. Porte en bois noir, fermée à clé. Rosalie a ouvert. Et à l'intérieur, il y avait des bougies allumées partout. Des tissus rouges sur les murs. Un bol avec de l'eau au milieu. Et une chaise. Une seule. Rosalie l'a fait asseoir. Elle a dit « Regarde juste devant. Ne bouge pas. » Puis elle est sortie, en fermant la porte à clé. Liora, seule. Devant les bougies. Devant ce silence lourd. Devant cette eau qui brillait au sol. Et dans sa tête, une seule question tournait. Pourquoi je suis là? Et ce qu'elle allait entendre derrière cette porte allait lui glacer le sang. La pièce était silencieuse. Trop silencieuse. On n'entendait même plus les bruits du quartier. Juste le crépitement des bougies. Et les battements du cœur de Liora. Elle avait envie d'appeler sa mère. Mais elle savait que sa mère était loin, très loin, à Kumban. Et puis, elle a entendu un murmure. Une voix d'homme. Grave. Froide. Et cette voix a prononcé son nom. Liora. Elle a sursauté. Puis une autre voix, plus lointaine, a dit « Elle est prête ». Elle a voulu se lever. Mais ses jambes ne bougeaient pas, comme si elles étaient collées au sol. Elle a commencé à pleurer. Sans bruit. Juste des larmes silencieuses qui coulaient. Et puis la porte s'est ouverte. Rosalie est entrée. Elle avait changé de tenue. Elle portait un long pagne noir. Et un collier étrange autour du cou. Elle a regardé Liora. Et elle a dit « Ce qui va se passer maintenant, tu ne dois jamais le répéter. » Mais Liora n'allait jamais en avoir l'occasion. Rosalie s'est approchée de Liora. Elle lui a essuyé les larmes. Doucement. Comme une mère qui calme un enfant. Mais son visage n'avait aucune émotion. Elle a sorti une petite fiole de sa poche. Elle a versé quelques gouttes dans l'eau du bol. Et elle a murmuré quelque chose que Liora ne comprenait pas. Puis elle a mis ses mains sur la tête de la petite. Et elle a dit « Tout ça, c'est pour notre bien à toutes les deux. » Liora tremblait. Elle ne comprenait rien. Mais elle sentait que ce moment-là, ce n'était pas un jeu. Elle voulait crier. Mais Rosalie lui a mis un doigt sur la bouche. « Chut. Tu n'as rien à craindre. Tu vas juste te reposer. » Et là, elle a pris un chiffon imbibé de quelque chose. Et elle l'a posé sur le visage de Liora. Quelques secondes plus tard. Plus un bruit. Plus un geste. La tête de Liora est tombée sur le côté. Rosalie a soufflé les bougies. Une par une. Puis elle a fermé la porte. Liora n'est jamais ressortie. Et quand le soleil s'est levé,
Le lendemain matin, tout le quartier croyait encore que la petite dormait dans la chambre d'amis. Mais dans la maison, une penderie venait d'être transformée en tombe. 2 jours après, Rosalie a appelé sa petite sœur Essatou. Elle avait une voix tremblante, paniquée, comme quelqu'un qui venait de vivre un choc. Essatou, Liora a disparu. Comment ça disparu? Je me suis réveillée, la porte était ouverte. J'ai cherché partout. J'ai même appelé la police. Je suis perdue. Essatou a crié. Elle s'est évanouie. Au village, c'était la panique. Rosalie, elle, a commencé à jouer la comédie. Elle est allée au commissariat. Elle a imprimé des affiches avec la photo de Liora. Elle est même passée à la radio. Elle a mis une annonce sur une télé locale. Tout le monde croyait à son chagrin. Et pour faire bien, elle a même remis 6 millions de francs guinéens à sa sœur. Tiens, cherche aussi de ton côté. Moi je continue ici. Mais la vérité, c'est que Liora était toujours là, dans sa chambre. Juste, cachée là où personne ne pensait chercher. À peine quelques semaines après la disparition, Rosalie a commencé à changer. Elle a ouvert une 3e boutique, puis une 4e. Elle a acheté une voiture neuve, puis une autre. Elle s'est mise à voyager. Dubaï, Turquie, Abidjan, Lomé. Et surtout, elle a envoyé ses enfants à l'étranger. En une seule année, 3 de ses enfants sont partis vivre en Europe. Mais dans la famille, personne ne posait de questions. Parce que quand elle venait au village, elle offrait encore des pagnes, du riz, de l'argent. Sauf que cette fois, les dons étaient plus rares, plus contrôlés. Tu demandais 200 000, elle te donnait 10 000. Et elle te disait, les temps sont durs. Mais elle partait en voyage toutes les 2 semaines. Toujours bien habillée, toujours en parfum, toujours en train de dire à ses sœurs, moi-même je souffre beaucoup pour que mes enfants ne manquent de rien. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la source de cette richesse était dans sa propre penderie. C'était un samedi après-midi. Rosalie devait aller à une réunion d'affaires. Elle s'est préparée, s'est parfumée, a pris son sac, et a quitté la maison. Son fils aîné, Lamine, était là en vacances. Un garçon de 20 ans, un peu flambeur, toujours en boîte, toujours entouré d'amis. Ce jour-là, il avait besoin d'argent. Il a appelé sa mère au téléphone. « Maman, tu peux me faire un petit transfert? Je suis occupée. Attends que je rentre. » « Mais c'est urgent maman. »« Lamine, j'ai dit j'ai pas le temps. Attends ce soir. » Lamine n'a pas aimé la réponse. Il a raccroché. Et il est monté dans la chambre de sa mère. Il avait le double des clés. Et il savait qu'elle cachait souvent de l'argent dans ses sacs, ou dans les tiroirs de ses armoires. Alors il a commencé à fouiller. Mais ce qu'il allait ouvrir ce jour-là, ce n'était pas juste un tiroir. Lamine a d'abord fouillé les tiroirs. Rien. Il a fouillé le sac de voyage de sa mère. Rien. Puis il s'est dirigé vers les penderies. La première, il a ouvert. Que des habits. La deuxième, rien d'intéressant. Puis il a ouvert la porte du milieu. La grande. Celle que sa mère ne laissait jamais personne toucher. Et là, il est resté figé. Un squelette debout. Dans un coin sombre. Entouré de tissu rouge. Les mains croisées. Le regard vide. Mais le visage encore reconnaissable. Il a fait 2 pas en arrière. Il a regardé de plus près. C'était Liora. Son visage était desséché, mais les traits étaient là. Il l'avait connue. Petite. Vivante. Et là, elle était debout dans la penderie. Sans vie. Mais pas enterrée. Il a crié. Liora. Et à peine il a crié ce nom, il a commencé à baver. De la mousse est sortie de sa bouche.
Il est tombé à genoux. Il tremblait. Il suffoquait. Comme si quelque chose l'étranglait de l'intérieur. Il a essayé de se relever. Mais son corps ne répondait plus. Lamine était allongé au sol. La bouche pleine de mousse. Les yeux à moitié retournés. Il suffoquait. Et devant lui, dans la penderie de sa propre mère, il y avait le corps de sa cousine Liora, momifié, desséché, figé dans une position debout, comme si elle produisait encore quelque chose. À ce moment-là, tout est remonté. Les soirées, l'argent facile, les transferts rapides, les voyages en Europe, les boutiques, tout. Et là, il a compris. Tout ce qu'il avait venait de la mort d'une enfant innocente. Sa cousine. Un sacrifice que sa propre mère avait caché pendant 10 ans. Et lui, il avait profité sans jamais poser de questions. Il a crié encore une fois. Mais aucun son n'est sorti. Et c'est là que la porte d'entrée a claqué. Rosalie était rentrée. Elle a monté les escaliers. Elle s'est approchée de la chambre. Elle a ouvert la porte. Et elle l'a vu. Son propre fils. Au sol. Tremblant. La bouche déformée. Les yeux pleins de larmes. Il la regardait comme s'il regardait un monstre. Et elle n'a pas crié. Elle n'a pas couru. Elle a juste dit, très lentement. Tu es entré là où tu n'aurais jamais dû. Et ce qu'elle a fait ensuite, personne n'aurait pu l'imaginer. Rosalie a fermé doucement la porte derrière elle. Elle a posé son sac. Elle a regardé son fils, effondré au sol, les bras tremblants, les yeux remplis de peur. Elle s'est avancée calmement, sans un mot, sans un cri. Elle a refermé la penderie, comme si de rien n'était, comme si Liora n'était qu'un vieux manteau mal rangé. Puis elle s'est penchée vers son fils. Elle lui a caressé la tête. Elle a murmuré. « Je t'avais dit de ne jamais ouvrir cette porte. » Lamine voulait parler. Mais sa langue ne répondait plus. Alors elle s'est levée. Elle est allée chercher un petit flacon dans son armoire. Une sorte de sirop brun. Et elle lui a versé quelques gouttes dans la bouche. Il a commencé à se calmer. Sa respiration est redevenue normale. Mais ses yeux restaient écarquillés. Et là, elle lui a dit « Tu sais maintenant, hein? Alors écoute bien, si tu parles, tu meurs. » Silence. Elle s'est levée. Elle a pris son téléphone. Et elle a appelé quelqu'un. « Oui, c'est moi. Il a vu. Il faut qu'on arrange ça. Ce soir même. » Puis elle est sortie de la chambre. Comme si rien ne s'était passé. Et Lamine, toujours au sol, a compris ce que beaucoup ne veulent pas voir. Le mal ne vient pas toujours de loin. Parfois, il dort dans ta maison. Il était allongé sur son lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Il revoyait la scène. Le corps de Liora, les tissus rouges, le regard froid de sa mère. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait grandi dans une maison bâtie sur un sacrifice. Il a pris son téléphone. Il a voulu appeler sa tante et sa toux, la mère de Liora. Mais au moment de composer son numéro, il a entendu un bruit devant sa porte. Quelqu'un essayait doucement de tourner la poignée. Il a figé. Puis il a entendu le pas de sa mère dans le couloir. Elle faisait des allers-retours. Elle attendait qu'il dorme, ou qu'il fasse un faux pas. Et dans sa tête, Lamine s'est dit une chose simple. Je dois sortir de cette maison, ou je vais finir comme elle. Mais comment fuir une femme qui contrôle tout, même l'argent, même la sécurité, même les vivants et les morts? Il a attendu, toute la nuit, sans dormir, sans parler. Et à 5 heures du matin, il a ouvert sa fenêtre. Et il a sauté. Sans valise. Sans téléphone. Juste avec ce qu'il savait. Lamine a fui à pied. Pieds nus. En short.
Sans sac. Il est allé se cacher chez un ami d'enfance, à Dabompa, dans un quartier plus loin de Tombolia. Il n'a rien dit tout de suite. Il avait peur. Peu dormi. Trop vu. Mais après 2 jours de silence, il a pris son courage. Il a envoyé un message vocal à sa tante Essatou, au village de Kumban. Tata, faut que tu m'écoutes. Liora, elle n'a jamais disparu. Elle était là, chez maman, tout ce temps. Je l'ai vue. Je t'assure. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle est morte. Momifiée. Debout dans une penderie. C'est maman qui a fait ça. Silence. Puis, le téléphone a vibré. C'était un appel de sa mère. Il n'a pas décroché. Quelques minutes plus tard, un numéro inconnu l'a appelé. Toujours pas répondu. Puis, il a entendu klaxonner devant la maison où il s'était réfugié. Une voiture noire. 2 hommes dedans. Et là, Lamine a compris. Quelqu'un l'avait déjà retrouvé. Il est sorti par derrière. Il a couru. Encore. Et pendant ce temps, au village, Essatou a fait un malaise en entendant le message vocal. Elle a crié. Ils m'ont volé ma fille. Et c'est ma propre sœur. Le message vocal de Lamine a tourné. D'un téléphone à un autre. Du village à la ville. Des groupes WhatsApp aux groupes Facebook. Et en moins de 48 heures, la vérité a éclaté. Les gens ont commencé à parler. Des anciens voisins ont confirmé qu'ils entendaient parfois des bruits bizarres dans la maison de Rosalie. Une femme qui travaillait chez elle comme cuisinière a dit qu'elle n'avait jamais eu le droit de nettoyer la grande armoire du fond. Même pas d'y poser un balai. Rosalie, elle, a d'abord nié. Puis elle a disparu. Fermé ses boutiques. Ses comptes bancaires ont été vidés. Mais l'État s'est saisi de l'affaire. La police est entrée dans la maison. Et dans la penderie. Ils ont trouvé exactement ce que Lamine avait décrit. Le corps momifié d'une enfant. Habillée d'un pagne rouge. Les yeux presque secs. Mais encore là. C'était Liora. Elle avait disparu en 2012. Et on l'a retrouvée 10 ans plus tard. Dans la maison. De sa propre tante. Rosalie n'a jamais été arrêtée. Elle a fui. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où elle est. Mais la vérité, elle, est restée. Et aujourd'hui encore. Au village de Kumban. Les gens allument des bougies chaque mois en mémoire de Liora. Une petite fille. Venue passer les vacances à Conakry. Et qui n'en est jamais revenue. Parfois, les vrais monstres n'ont pas de cornes. Ils portent des pagnes propres. Ils sourient dans les réunions de famille. Ils donnent de l'argent. Et pendant qu'ils te regardent, ils détruisent ce que tu as de plus précieux. Si toi aussi, tu crois que Dieu peut dévoiler même les secrets les mieux cachés, mets juste Amen en commentaire. Et partage cette histoire à une sœur, à une cousine. Parce qu'aujourd'hui encore, des enfants disparaissent dans des familles trop silencieuses. Abonne-toi. Active la cloche. Chaque jour, on raconte ce que les autres préfèrent cacher.